Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Avant d'aborder le sujet, voici une organisation mondiale dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qui est en lien avec ce qui se dessine au Canada. Vous pourrez trouver les liens sous la vidéo. Le gouvernement mondial de sécurité sanitaire est un groupe de 69 pays, organisations internationales, organisations non gouvernementales et entreprises du secteur privé qui se sont réunis pour réaliser la vision d'un monde sûr et protégé des menaces sanitaires mondiales posées par les maladies infectieuses. D'ici 2024, plus de 100 pays qui ont achevé une évaluation de leur capacité en matière de sécurité sanitaire auront fait l'objet d'une planification et d'une mobilisation de ressources pour combler les lacunes et seront en train de mettre en œuvre des activités pour obtenir un impact. Ces pays renforceront leurs capacités et démontreront des améliorations dans au moins 5 domaines techniques à un niveau de capacité démontré ou à un niveau comparable, tel que mesuré par les évaluations pertinentes de la sécurité sanitaire, telles que celles menées dans le cadre de suivi et d'évaluation du RSI de l'OMS. La Thaïlande accueillera la 6e réunion ministérielle sous le thème Faire le pont entre l'action coopérative pour la sécurité sanitaire mondiale, les 18 et 20 novembre 2020. Le 18 novembre est le 322e jour de l'année du calendrier grégorien. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde reconnaît ce moment comme le moment le plus important pour mettre en évidence la sécurité sanitaire mondiale et pour garantir les engagements GHSA. La réunion ministérielle vise à renforcer l'engagement multidisciplinaire et la coordination multisectorielle, tout en soulignant l'importance de la préparation financière aux menaces sanitaires. C'est le moment opportun pour souligner les progrès accomplis ainsi que pour esquisser les actions qui permettront au pays de mieux prévenir et gérer les crises sanitaires dont le monde a été témoin avec le COVID-19. L'Australie et le Canada s'engagent à investir respectivement 59,9 millions et 5 millions dans le domaine de la sécurité de la santé. Curieusement, l'Australie a mis en place un système dictatorial cet été afin de rendre compte de leurs résultats à la prochaine réunion qui aura lieu le 18 novembre prochain. Voici maintenant l'article provenant de Hal Turner, traduit par Plein Feu sur l'heure juste. Hal Turner mentionne sur son site web, The Hal Turner Radio Show, être le seul membre vivant des médias américains emprisonné pour avoir écrit un éditorial que le régime Obama n'aimait pas. J'ai reçu cela d'un membre élu du gouvernement canadien qui est consterné par les projets du cabinet du premier ministre. Je veux vous offrir des informations très importantes. Je suis membre du comité du Parti libéral du Canada. Je siège dans plusieurs groupes de comités, mais les informations que je fournis proviennent du comité de planification stratégique qui est dirigé par le cabinet du premier ministre. Je dois commencer par dire que je ne suis pas content de faire ça, mais je le dois. En tant que Canadien et surtout en tant que parent qui souhaite un avenir meilleur non seulement pour mes enfants, mais aussi pour les autres enfants. L'autre raison pour laquelle je fais cela, c'est parce qu'environ 30% des membres du comité ne sont pas satisfaits de la direction que cela prendra au Canada, mais nos opinions ont été ignorées et ils prévoient d'aller de l'avant avec leur objectif. Ils ont également indiqué très clairement que rien n'arrêtera les résultats prévus. Mettre progressivement en place les restrictions d'un second verrouillage sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines d'abord et en s'étendant vers l'extérieur, prévu d'ici novembre 2020. Accélérer l'acquisition ou la construction d'installations d'isolement dans chaque province et territoire, prévu d'ici décembre 2020. Les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation des décès liés au COVID en suivant les mêmes courbes de croissance. Attendu d'ici fin novembre 2020. Second verrouillage complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions du premier verrouillage et la deuxième phase de roulement, prévue fin décembre 2020, début janvier 2021.
Réforme et extension du programme de chômage en vue de sa transition vers le programme de revenu de base universel, prévu d'ici le premier trimestre 2021. Mutation protégée du COVID-19 et ou co-infection avec un virus secondaire appelé COVID-21, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé, prévu d'ici février 2021. Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation et de décès liés au COVID-19 et au COVID-21 dépasseront la capacité des établissements de soins médicaux, prévus premier et deuxième trimestre 2021. Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées troisième verrouillage, seront mises en œuvre. Des restrictions de voyage complètes seront imposées, y compris entre les provinces et les villes, prévues deuxième trimestre 2021. Transition des individus dans le programme de revenu de base universel, prévu milieu deuxième trimestre 2021. Rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stock, grande instabilité économique, prévu fin deuxième trimestre 2021. Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements. Limiter les déplacements. Fournir un soutien logistique à la région. Attendu pour le troisième trimestre 2021. Parallèlement à cette feuille de route fournie, le comité de planification stratégique a été invité à concevoir un moyen efficace de faire passer les Canadiens en transition pour faire face à une entreprise économique sans précédent. Une solution qui changerait le visage du Canada et changerait à jamais la vie des Canadiens. Ce qu'on nous a dit, c'est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l'échelle internationale, le gouvernement fédéral allait offrir aux Canadiens un allègement total de la dette. Voici comment cela fonctionne. Le gouvernement fédéral proposera d'éliminer toutes les dettes personnelles, hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc., dont tout le financement sera fourni au Canada par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra le Programme mondial de réinitialisation de la dette. En échange de l'acceptation de cette remise totale de la dette, l'individu perdrait à jamais la propriété de tous les biens et actifs. L'individu devrait également accepter de participer au calendrier de vaccination COVID-19 et COVID-21, ce qui lui permettrait de voyager sans restriction et de vivre sans restriction, même sous un verrouillage complet, grâce à l'utilisation d'une pièce d'identité avec photo appelée Passe Santé du Canada. Les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs confisqués dans ce scénario et ce qui arrivait aux prêteurs ou aux institutions financières. On nous a simplement dit que le programme de réinitialisation de la dette mondiale se chargera de tous les détails. Plusieurs membres du comité se sont également demandé ce qui arriverait aux individus s'ils refusaient de participer au programme World Debt Reset ou au Health Pass ou au calendrier de vaccination, et la réponse que nous avons obtenue était très troublante. Essentiellement, on nous a dit qu'il était de notre devoir de nous assurer que nous élaborions un plan pour que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu'il était dans l'intérêt des individus de participer. Lorsque plusieurs membres du comité ont insisté sans relâche pour obtenir une réponse, on nous a dit que ceux qui refusaient vivraient d'abord indéfiniment sous les restrictions de verrouillage. Et que sur une courte période de temps, alors que de plus en plus de Canadiens passeraient au programme d'annulation de la dette, ceux qui refusaient de participer seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et seraient transférés dans des établissements d'isolement. Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options: participeraient au programme d'annulation de la dette et seraient libérés, ou resteraient indéfiniment dans l'établissement d'isolement sous la classification d'un risque grave pour la santé publique et verraient tous leurs biens saisis. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, après avoir entendu tout cela, cela s'est transformé en une discussion passionnée et s'est intensifié au-delà de tout ce que je n'ai jamais vu auparavant. En fin de compte, le PMO a laissé entendre que l'ensemble de l'ordre du jour ira de l'avant, peu importe qui est d'accord ou non. Que ce ne sera pas seulement le Canada, mais que toutes les nations auront en fait des feuilles de route et de programmes similaires. Que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un changement à plus grande échelle pour le mieux-être de tous. Les membres qui s'y opposaient
et ceux qui soulevaient les questions clés qui découleraient d'une telle chose ont été complètement ignorés. Nos opinions et préoccupations ont été ignorées. On nous a simplement dit de le faire. Tout ce que je sais, c'est que je n'aime pas ça, et je pense que ça va placer les Canadiens dans un avenir sombre. La communication par courriel que m'a adressée un député vérifié du Parlement canadien correspond tout à fait à quelque chose qui a été diffusé le 8 octobre dans le cadre de débats télévisés du Parlement.